Chapitre 17. Mensonge et vérité. L'attente dans cet escalier glacial était plus qu'inconfortable. Au bout d'un long moment, j'estimais que la nuit avait dû faire place au jour, j'avais la bouche aussi sèche qu'un morceau de carton, et mon estomac criait famine. Combien d'heures devrais-je encore passer ici avant que mon maître se manifeste? Et s'il était trop malade pour se déplacer? Je commençais alors à m'inquiéter pour Alice. Si c'était elle qui venait aux nouvelles, elle croirait la Lamia emprisonnée dans la cave, elle ne pourrait deviner qu'elle se promenait dans la maison. J'entendis enfin au-dessus de moi une rumeur réconfortante, un murmure produit par des gosiers humains, suivi d'un claquement de bottes et du bruit d'une lourde masse rebondissant sur les marches. La flamme vacillante d'une chandelle apparut, au coin de l'escalier, je sautai sur mes pieds. Tu vois, Andrew, S'exclama une voix que j'aurais reconnue entre mille. je n'aurais pas besoin de tes services finalement. L'épouvanteur s'approcha de la grille, il traînait la lamia sauvage, étroitement ligotée par une chaîne d'argent. Son frère l'accompagnait pour crocheter la serrure au besoin. Eh bien, petit, ne reste pas là, bouche bée M'interpella mon maître. Ouvre cette grille et laisse-nous entrer. Je m'exécutai. Je voulais lui parler de Meg sans me laisser prononcer un mot. Je voulais lui parler de Meg. Point. Sans me laisser prononcer un mot, il posa la main sur mon épaule. Chaque chose en son temps, mon garçon. Soupira-t-il d'un ton plein d'indulgence, comme s'il savait déjà ce que j'avais fait. Ce fut dur pour tout le monde, nous en discuterons plus tard. Nous avons d'abord un travail à terminer. Nous descendîmes tous les trois, Andrew ouvrant la marche pour nous éclairer. À la vue de la sorcière vivante, il s'arrêta net et la chandelle se mit à trembler dans sa main. Passe la lumière au petit, Eût dit l'épouvanteur. Mieux vaut que tu aies accueillir le maçon et le forgeron, ils ne vont pas tarder. Andrew me tendit la chandelle et remonta avec un soulagement non dissimulé. Quelques instants plus tard, nous étions au fond de la cave, sous la voûte, tapissée de toiles d'araignée. L'épouvanteur se dirigea droit vers la fosse de la Lamia, dont les barres tordues bâillaient assez largement pour laisser la créature retourner dans les ténèbres. Lève ton bâton et tiens-toi prêt, m'ordonna-t-il. Je me plaçai à côté de lui, ma chandelle éclairant l'ouverture du puits, mon bâton de sorbier fermement serré dans ma main gauche. L'épouvanteur suspendit la lamia au-dessus du trou béant. D'un vif mouvement du poignet, il tira sur la chaîne qui se détortilla et la lamia tomba avec un cri aigu. L'épouvanteur s'agenouilla et se dépêcha d'attacher la chaîne d'une barre à l'autre, créant une barrière provisoire que la lamia ne pourrait pas franchir. Elle siffla de colère dans l'ombre sans faire aucune tentative pour remonter. En un rien de temps, l'affaire était réglée. Voilà qui nous permet d'attendre le maçon et le forgeron, Dit mon maître en se relevant. Maintenant, allons voir comment va Meg. Il se dirigea vers la fosse de la sorcière, je le suivis, levant la chandelle. Il regarda et secoua tristement la tête. Meg, gisant sur le dos, nous fixait. Les yeux brûlants de colère. La chaîne qui lui fermait toujours la bouche l'empêchait de parler. Je suis désolé, dis-je. Vraiment, je. L'épouvanteur me fit signe de me taire. Garde ta salive, petit, ce spectacle me navre. Je perçus le tremblement dans sa voix. Je lus l'affection sur son visage. Honteux, je détournai la tête. Il y eut un silence, puis mon maître lâcha un profond soupir. Ce qui est fait, dit-il avec tristesse. J'espérais ne pas en arriver à cette extrémité après tant d'années. Allons, occupons-nous de l'autre. Nous retournâmes auprès de Bessie Hill. C'est bien d'imaginer, petit. S'exclama l'épouvanteur en découvrant la ligne de sel et de fer. Tu as pris la bonne initiative. Bessie Hill tourna lentement la tête et marmonna des paroles incohérentes. Mon maître désigna les jambes de la sorcière. Tu vas l'attraper par le pied gauche, moi par le pied droit. Nous allons attirer avec douceur, inutile de lui cogner la tête. C'est ce que nous fîmes. Je trouvais cette tâche extrêmement désagréable. Le pied de la sorcière était froid, visqueux, elle ne cessait de cracher et de renifler. Par chance, ce ne fut pas long. Elle fut vite de retour dans son trou, et il n'y avait plus qu'à sceller de nouveau les barres de fer, et elle serait hors d'état de nuire pour longtemps. Nous restâmes ensuite muets un moment. Je supposais que l'épouvanteur pensait à Meg, puis nous entendîmes les bruits des voix et de pas. Voilà le garçon et le forgeron. Voilà le maçon et le forgeron, Lança mon maître. Je voulais te demander de te... Attends.
Je voulais te demander de t'occuper de Meg, mais ce ne serait pas juste. Je me déroberai pas à mon devoir. Remonte dans la maison et allume un bon feu dans chacune des pièces du rez-de-chaussée. Tu as bien agi, nous discuterons de tout cela plus tard. Dans l'escalier, je croisai les deux ouvriers. Monsieur Grégory est en bas, leur dis-je. Ils acquiescèrent d'un signe de tête, ce qui les attendait ne semblait guère les réjouir. Pourtant, il fallait bien que ce fût fait. Lorsque je redescendis pour annoncer à mon maître que j'avais allumé les feux, il avait récupéré ma chaîne d'argent, et il me la tendit sans un mot. Le muret de pierre avait été mis en place autour de la fosse, et les barres solidement scellées. Malgré l'affliction que cela avait dû lui causer, l'épouvanteur avait accompli sa tâche. Il lui avait fallu presque une vie pour s'y décider. Meg était désormais entravée, comme n'importe quelle autre sorcière. Nous étions déjà au milieu de l'après-midi lorsque le maçon et le forgeron quittèrent enfin les lieux. L'épouvanteur referma la porte derrière eux et se tourna vers moi en se grattant la barbe. Tu as encore un travail à faire avant qu'on déjeune, petit. Nettoyer la carnage là-haut. Malgré ce que je venais de vivre, je n'avais pas oublié le grimoire. J'avais toujours en tête les menaces de Morgane contre mon père. C'était donc le moment ou jamais. Aussi, tremblant à l'idée de trahir mon maître, je m'armai d'un seau, d'une serpillière et d'un balai et montai au grenier. Je rabattis le carreau de la lucarne et me dépêchai de balayer. Lorsque j'en aurais terminé, il me faudrait guère de temps pour forcer le secrétaire, m'emparer du grimoire et le dissimuler dans ma chambre. À ma connaissance, l'épouvanteur ne montait jamais au grenier. Je pourrais remettre le volume à Morgane sans qu'il se rende compte de sa disparition. Ayant débarrassé le plancher de toute trace de plume et de sang, je m'approchai du secrétaire. Bien que ce fût un meuble de belle fabrication, il ne serait pas difficile à ouvrir. Je tirai de ma poche le petit pied de biche et l'introduisais sous l'abattant. À cet instant, j'entendis des pas. Pris en flagrant délit, je sursautai et découvris mon maître dans l'embrasure de la porte, l'air aussi furieux qu'incrédule. Eh bien, petit, qu'est-ce que tu fabriques? Rien, fis-je. Je nettoyais juste ce vieux bureau. Ne mens pas, il n'y a rien de pire au monde qu'un menteur. Voilà donc pourquoi tu retournais dans la maison. La fille n'y comprenait rien. Plein de honte, j'avouai en baissant la tête. Morgane m'a ordonné de lui apporter le grimoire caché dans ce bureau. Je dois le lui donner mardi soir dans la chapelle du d'un cimetière. Je suis désolé, vraiment désolé, je ne voulais pas vous trahir, mais si je ne lui obéis pas, il se vengera sur mon père. Sur ton père? Répéta l'épouvanteur en fronçant les sourcils. Quel mal Morgane peut-il faire à ton père? Mon père est mort, monsieur Grégory. Je le sais, la fille me l'a dit hier soir, la nouvelle m'a attristé. Morgane convoque l'esprit de papa. Il le tourmente et... L'épouvanteur leva la main. Calme-toi, petit, cesse de bafouiller, raconte-moi tout. Comment est-ce arrivé? Il m'a enfermé dans sa chambre à la ferme. Il a évoqué l'esprit de sa sœur et lui a ordonné d'appeler mon père. C'était bien lui, j'ai reconnu sa voix. Morgane lui fait croire qu'il est en enfer. Il a recommencé à Lincoln. J'ai de nouveau entendu papa dans ma tête. Morgane continuera à le torturer si je ne lui obéis pas. Je suis revenu pour prendre le grimoire. Lorsque je suis entré dans le grenier, la lamia était là, repue du son des oiseaux. J'ai dévalé les escaliers, pris de panique. Meg m'attendait en bas. J'ai lancé ma chaîne, je l'ai manqué et je me suis cru perdu. Oui, cela aurait pu te coûter la vie, Dit mon maître, secouant la tête d'un air désapprobateur. J'étais désespéré. Ne t'avais-je pas recommandé de rester à distance de Morgane? Tu aurais dû tout me raconter et ne pas t'introduire ici pour voler sur ordre de cet individu. Le mot voler me fit tiquer. Certes, c'était bien ce que je m'apprêtais à faire. Entendre mon maître m'accuser me blessait pourtant cruellement. Je ne pouvais pas, mec, vous tenez enfermé. Et puis c'est vous qui m'avez rien raconté. Rétorquai-je avec colère. Comment pourrais-je vous faire confiance, sachant que vous gardez de si terribles secrets? Vous m'avez dit que Morgane était le fils de monsieur et madame Hurst. Faux! C'est le vôtre, le 7e fils que vous avez eu avec Emily Burns. J'ai agi ainsi parce que j'aime mon père. Votre fils ne le ferait pas pour vous. Il vous hait. Il veut vous détruire. Il vous traite de vieux fou. J'avais conscience d'aller trop loin, mais l'épouvanteur se contentait de me regarder avec un sourire ironique. Certes, il n'y a rien de pire qu'un vieux fou, et je l'ai été, grommela-t-il. Quant au reste... Ses yeux verts étincelèrent, il me fixa durement. Morgane n'est pas mon fils, c'est un menteur, lança-t-il soudain en abattant violemment son poing sur la table. Le visage blême de colère, il continua. Menteur il était, menteur il est, menteur il sera, et a seulement tenté de te manipuler en te brouillant les idées. Je n'ai pas d'enfant, je l'ai parfois regretté, et si j'en avais un, crois-tu que je le renierais? Ton père aurait-il renié l'un de ses fils? Je secouai négativement la tête. Veux-tu entendre toute l'histoire? Est-ce tellement important pour toi? J'acquiesçai.
Oui, il est vrai que j'ai pris Emily Burns à l'un de mes frères. Ma famille en a été profondément mortifiée, mon frère surtout. Je l'ai toujours admis et je n'ai rien à dire pour ma défense, sinon que j'étais très jeune. Je la voulais et je l'ai eue. Un jour tu comprendras, en vérité la faute ne m'incombe pas entièrement. Emily était une femme de caractère, elle me voulait aussi. Or, elle s'est vite lassée de moi. Comme elle s'était lassée de mon frère, elle a quitté le village et s'est retrouvée un autre homme. Il s'appelait Edwin Ferner, et bien qu'étant le septième fils d'un septième fils, il était tanneur. Tous ceux qui en ont les capacités ne choisissent pas notre métier. Pendant 2 ans, ils ont été heureux. Peu après la naissance de leur deuxième fils, il s'est absenté pendant près d'1 an. La laissant seul avec des jeunes enfants. Sans doute aurait-il mieux valu qu'il demeure loin. Mais il est revenu. Il repartait, revenait. Et à chaque fois, elle se retrouvait enceinte. Elle a eu 7 garçons. Morgan était le dernier. Ferner n'est plus jamais réapparu. L'épouvanteur soupira. Émilie a une vie difficile, petit, et nous sommes restés amis. Je l'ai aidé comme j'ai pu, parfois en lui donnant de l'argent, parfois en procurant du travail à ses garçons. Lorsque Morgan a eu 16 ans, je lui ai trouvé une place à la ferme de la Londe. Les Hurts se sont attachés à lui au point de décider de l'adopter. Il n'avait plus de fils et la ferme lui serait revenue. Seulement, il ne s'adaptait pas au métier de fermier et les choses ont commencé à mal tourner. Ça a duré à peine 1 an. Comme tu le sais, les Hurts avaient une fille, Evelyn, du même âge que Morgan, et les deux jeunes gens sont tombés amoureux. Les parents ne l'entendaient pas ainsi, les considéraient comme frères et sœurs et ont voulu empêcher leur relation, leur rendant la vie impossible. Evelyn, poussée à bout, a fini par se jeter dans le lac. Emily m'a alors supplié d'emmener Morgan loin de là et de le prendre comme apprenti. Cela nous a paru d'abord une solution raisonnable, même si on doutait les capacités de Morgan. Il a tenu le coup 3 ans, puis est retourné chez sa mère. Mais il ne supportait pas d'être loin de la ferme de la Londe. Il y habite encore, à l'occasion, du moins quand il n'est pas occupé à commettre ses méfaits ici ou là. Evelyn est probablement de ces morts qui n'arrivent pas à passer dans l'au-delà. C'est pourquoi il la tient en son pouvoir, et il devient de plus en plus puissant. Cela ne fait aucun doute. Il a certainement exercé sur toi quelques sortilèges. Tu ferais ton bien de me raconter exactement ce qui est arrivé. Je m'exécutais. L'épouvanteur m'interrompit parfois pour me faire préciser un détail. J'entamais mon récit par ma rencontre avec Morgan dans la chapelle du cimetière au bout de la lande, et l'achevais avec notre conversation devant la tombe d'Emily Burns. Bien, Fit mon maître. j'y vois plus clair. Comme je te l'ai dit, Morgan est fasciné par cet ancien tumulus. À force de creuser, on finit toujours par trouver quelque chose. Comme il était mon apprenti, il a découvert là un coffre scellé contenant un grimoire. Dans ce grimoire est noté le rituel permettant d'invoquer vos Golgoth. C'est ce qu'il a tenté. Heureusement, je suis intervenu à temps. Que serait-il arrivé s'il avait réussi demandai-je. Je préfère ne pas l'imaginer, petit. Une seule erreur dans le rituel et il serait mort. Ce qui aurait été préférable, il a suivi les instructions du grimoire à la lettre, en traçant un pentacle sur le sol de sa chambre, à la ferme. Une étoile à 5 branches en 3 cercles concentriques. S'il avait achevé l'arrestation du rituel, il aurait été en sécurité à l'intérieur du pentacle, tandis que Golgoth aurait pu se matérialiser et parcourir librement le comté. Or, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le Seigneur de l'hiver. Des années se seraient écoulées avant qu'on revoie un été. La famine à un froid mortel aurait été notre lot. Et un froid mortel. Morgan a offert le chien de la ferme en sacrifice. Golgoth n'y a pas touché, mais la pauvre bête est morte de peur, donc j'ai pu arrêter Morgan à temps. Je lui ai confisqué le grimoire et il a poursuivi son apprentissage. Sa mère et moi avons fait jurer de ne plus jamais évoquer Golgoth. Et Emily a toujours espéré que sa confiance ne serait pas trahie. Et par amitié pour elle, j'ai donné toutes ses chances au garçon. Malheureusement, il avait accompli une partie du rituel. Un peu du pouvoir de Golgoth s'était éveillé et s'était attaché à lui. Ta mère avait raison, nous allons avoir un rude hiver. Je suis convaincu que c'est une conséquence des agissements de Morgan. Après qu'il a abandonné mes enseignements, il s'est lié à l'obscur, et ses pouvoirs n'ont cessé de grandir. Il est persuadé que la possession du grimoire lui donnera l'ultime maîtrise. Certains de ses tours ne sont que de banals sortilèges, comme changer la température d'une pièce pour impressionner les crédules. D'autres dépassent les facultés humaines. Il semble qu'à présent il puisse soumettre les morts à sa volonté. Les fantômes et aussi les âmes qui errent dans les limbes, entre cette vie et l'au-delà. Cela me navre d'avoir à le dire. Petit, la situation est grave. Je crains que Morgan ait réellement la capacité de tourmenter l'esprit de ton pauvre père. L'épouvanteur contempla un instant le ciel par la lucarne, puis il baissa la tête vers le secrétaire et lâcha tristement. Viens, descendons, nous continuerons de parler de tout cela en bas. Un quart d'heure plus tard, mon maître se balançait dans le rocking-chair de Meg, tandis qu'une soupe de pois mijotait sur le feu. Tu n'as pas perdu l'appétit, mon garçon Me demanda-t-il. Ah, je n'ai rien mangé depuis hier, répondis-je. Il sourit, dévoilant le trou fait par le gobelin dans ses dents de devant. Il se leva,
déposa 2 bols sur la table et y versa une bonne louchée de potage. Je plongeai aussitôt mon pain dedans, mon maître ne prit pas de pain, il vida simplement son bol jusqu'à la dernière goutte. Je suis vraiment navré pour ton père, Dit-il en repoussant le récipient. Il devrait tremper, hélas, il a fallu que Morgane utilise contre lui le pouvoir de Golgoth pour t'atteindre à travers lui. Mais ne te tourmente pas, petit, nous allons mettre un terme à ces agissements, et sache que Morgane n'est pas mon fils. Il me regarda droit dans les yeux. Tu me crois? Je hochai la tête, probablement sans grande conviction, car mon maître poussa un long soupir. Ou c'est lui qui ment, ou c'est moi, à toi de décider. Sans confiance entre nous, tu ne peux continuer à être mon apprenti, sois cependant sûr d'une chose. Jamais je ne te laisserai partir avec lui. Je t'attraperai par la peau du cou et je te ramènerai à ta mère, pour qu'elle t'enfonce un peu le jugeote dans la caboche. Il avait parlé avec sévérité et je me sentis profondément troublé. Vous ne pourrez pas me ramener à ma mère, répliquai-je avec amertume. Je suis arrivé trop tard pour l'enterrement, trop tard aussi pour la voir. Tout de suite après la cérémonie, elle est partie on ne sait où. Peut-être est-elle retournée dans son pays, j'ignore si elle reviendra jamais. Donne-lui du temps, petit, elle vient de perdre son mari, elle a besoin de réfléchir et de faire son deuil. Tu la reverras avant peu, crois-moi, ce n'est pas une prophétie seulement du bon sens. S'il lui faut partir, elle partira, mais jamais sans avoir dit adieu à chacun de ses fils. Ce qu'a fait Morgane est terrible, pourtant sois sans crainte, je le retrouverai et l'empêcherai de nuire une fois pour toutes. J'étais trop angoissé pour répliquer quoi que ce fût. Je me contentais donc d'approuver d'un signe de tête. De toute mon âme, je voulais qu'il en fût ainsi.